Bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage sur Niwod Info 1. Et c'est reparti pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Rwanda. Le président Paul Kagame a prêté serment dimanche pour un 4e mandat après avoir obtenu plus de 99% des voix à l'élection présidentielle de juillet dernier. La paix régionale est ma priorité, a déclaré le chef d'État dans son discours d'investiture, et ce dans un contexte de vive tension avec la République démocratique du Congo, dirigé par son homologue Félix Tshisekedi. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Après la démission du pasteur Bizimungu en l'an 2000, Paul Kagame est élu président du Rwanda en 2023, en 2010, puis en 2017 et tout récemment en 2024. Tout à fait. Il est au pouvoir pas seulement après cette démission, puisqu'avant cela, il était également dans le pouvoir. Il n'a pas commencé comme président de la République. Ça fait une très longue période pour une seule personne. Mais vous avez des avis qui sont partagés aussi bien à l'intérieur du Rwanda, bien que les avis contraires sont contenus, pour ne pas dire empêchés. Vous avez des gens qui pensent qu'il a suffisamment fait pour le Rwanda. Il faut qu'il cède la place. Il n'est pas le seul à être capable de travailler pour le Rwanda, comme vous avez des Rwandais qui considèrent qu'il faut continuer à cause de ce qu'il a pu réussir après le génocide. En dehors du Rwanda également, c'est la même chose. Vous avez des opinions partagées sur la longueur qu'il est en train de passer au niveau du pouvoir d'État au Rwanda. Et le président, aujourd'hui âgé de 66 ans, est crédité d'avoir apporté la croissance économique, mais aussi la stabilité au pays à la suite du génocide. C'est une réalité, ça fait partie de ses acquis. L'économie, c'est un acquis. Il a fait un travail qui est là, que tout le monde peut constater. Mais est-ce que parce qu'un président travaille bien qu'il doit continuer ses mandats? Quand on pose le principe de limitation des mandats, la limitation des mandats n'a aucune relation avec le résultat du président qui a un mandat ou un deuxième mandat en cours. Il ne faut pas qu'on fasse la confusion à ce niveau, puisque si c'est le cas, tous ceux qui ont construit des routes, des hôpitaux, etc. peuvent continuer également, parce qu'ils peuvent prouver ce qu'ils ont fait. Et en ce moment, Macky Sall aurait pu continuer à rester au Sénégal, parce que quand même, tout le monde peut constater ce qu'il a fait. Pourtant, les Sénégalais lui ont bel et bien demandé de quitter le pouvoir quand il a fini avec son deuxième mandat. Donc là, il faut faire attention au principe et à une sorte de justification qu'on connaît depuis les indépendances, où on dit toujours je vais continuer ce que j'ai commencé, ou bien derrière moi il y a le désert, c'est-à-dire derrière moi personne ne peut faire ce que j'ai fait, ou bien dès que je vais quitter ça va être le chaos au niveau du pays, la guerre civile, tout ce que les gens veulent. Je crois il faut savoir où s'arrêter quand même avec cet argumentaire. Rien ne prouve qu'il est le meilleur des Rwandais pour pouvoir gérer ce pays. On le saura si on laisse quelqu'un d'autre venir pour voir s'il fera moins ou bien s'il fera plus. Mais on ne peut pas fermer la porte et dire il n'y a pas d'autre solution parce que j'ai fait du résultat, je reste au pouvoir. Je ne sais pas c'est quel principe. Mais sur fond des exactions du M23, les relations avec les voisins dans la région sont très tendues, notamment avec la RDC. Les relations ont de tout le temps été tendues. En fait, quand le président Tshisekedi arrivait au pouvoir, les relations étaient particulièrement tendues avec Kabila. C'est Tshisekedi qui avait pris le devant pour normaliser les relations avec le Rwanda, avec le Burundi, avec l'Ouganda, etc. Il a quand même, au début de son premier mandat, fait un travail intéressant d'un point de vue diplomatique, en particulier diplomatie du bon voisinage. Mais par la suite, avec la résurgence du M23, les relations sont aujourd'hui véritablement à couteau tiré, il faut le dire clairement. On est dans une situation explosive et dangereuse. Heureusement, il y a depuis quelque temps un cessez-le-feu qui a été accepté par les deux parties, même s'il est violé et dénoncé de part et d'autre de temps en temps. Il y a quand même une base de cessez-le-feu qui est là, puisque aujourd'hui, plus personne ne doute que le Rwanda soutient le M23. Plus personne ne doute, et c'est là où c'est le plus grave, qu'il y a au moins 2 milliers de soldats rwandais sur le sol de la RDC en train d'appuyer directement le M23. Et ça, c'est des preuves apportées par des organismes qui n'ont absolument rien à voir avec des prises de parti de façon générale pour un État ou bien pour un autre. Ça fait qu'effectivement, les relations sont tendues. L'autre élément, vous avez le président Tshisekedi qui a abandonné ce premier discours très diplomatique dont je parlais, qui commence également à dire ça suffit. Il faut que le Rwanda arrête parce qu'à l'intérieur de son pays, l'opposition, Fayulu par exemple, les populations marchent pour demander qu'on déclare carrément la guerre au Rwanda.
vous voyez que la situation est particulièrement explosive et il faut espérer que cette médiation du président angolais, au-delà du cessez-le-feu, puisse permettre de trouver une solution pacifique. Mamadou Diouf, comment comprendre cette situation où le dialogue est encore difficile alors que le président, dans son discours d'investiture, le président Paul Kagame a déclaré, je cite, « La paix dans notre région est une priorité pour le Rwanda, mais elle fait défaut. » On y voit une volonté de négociation, peut-être, mais visiblement, il n'y a pas moyen de négocier. En fait, pour le moment, il n'y a pas encore la négociation attendue. Toutes les tentatives de mettre autour de la même table le président Kagame et le président Tshisekedi ont échoué. La seule tentative qui avait commencé, c'était au sommet d'Abuja. Et malheureusement, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas continuer. Finalement, le président angolais, qui est le médiateur de l'Union africaine, a dû arrêter cet entretien et s'entretenir avec chacun d'un côté et de l'autre. Et jusqu'à présent, on est dans cela. Alors que pour avoir véritablement la solution, il faut que les concernés puissent d'abord se mettre autour d'une table. Justement, vous parlez des concernés, mais le président a poursuivi dans son discours en disant « Mais la paix ne peut être instaurée si la partie la plus concernée ne fait pas ce qui est nécessaire. » Finalement, qui empêche le dialogue de se tenir? Mais qu'est-ce qui est nécessaire? Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qui est nécessaire? Il ne faut pas qu'on oublie que la guerre se passe sur le sol de la RDC, pas sur le sol du Rwanda. C'est des soldats rwandais qui sont rentrés sur le territoire de la RDC. Mais quand vous écoutez toutes les réactions de façon générale à l'international, mais les deux choses qu'on demande fondamentalement, en plus d'un cessez-le-feu, mais c'est que le Rwanda arrête son soutien au M23, c'est que le Rwanda retire ses soldats de la RDC. Et c'est ça que Tshisekedi demande actuellement. Puisque dans une négociation, c'est également cela. Ça aurait été une guerre où ça se fait sur les deux territoires. On demande de cesser le feu, après on voit qu'est-ce qu'on va négocier. Mais vous avez des soldats rwandais sur le sol de la RDC. Je ne vois pas sur quel principe de négociation Tshisekedi va pouvoir accepter de négocier avec Kabila, avec Kagame, alors que les soldats de Kagame sont sur son territoire. Ça fait partie de ce qui complique cette négociation. Mais Kagame n'a jamais répondu clairement sur cette affaire. Il dit tout le temps l'autre partie. Il n'a qu'à dire, parce que jusqu'à présent, il continue à nier un soutien au M23, il continue à nier la présence de ces soldats, alors qu'on a attrapé des Rwandais comme des prisonniers. Les populations ont témoigné. J'ai parlé de tout un ensemble d'organismes qui travaillent sur ces questions au niveau de la région, qui ont donné des éléments d'information. Les Nations Unies l'ont fait avec un rapport accablant pour le Rwanda. Mais en ce moment, il ne faut pas qu'on déplace le problème. Résoudre ce problème, c'est d'abord dire au Rwanda d'arrêter de se mêler à ce qui se passe au niveau de la RDC, surtout à s'impliquer d'un point de vue militaire. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire de ce pays, ce n'est pas la première fois que Kagame le fait. Et le 4 août dernier, l'accord négocié par l'Angola devrait entrer en vigueur, mais là encore, il y a blocus. Il y a blocus puisque, je disais tout à l'heure que les deux principaux concernés ne se sont pas rencontrés. Et les blocages sont... C'est une condition sine qua non? Non. On peut obtenir un cessez-le-feu sans que les deux principaux concernés ne se rencontrent. Le président de la RDC et le président du Rwanda. D'ailleurs, même c'est par ça qu'on commence, parce que c'est parce qu'on va arriver à ce cessez-le-feu qu'on crée les conditions pour s'asseoir et discuter. Mais des deux parties, vous avez Kabila je dis Kabila tout le temps, Kagame qui demande que Tshisekedi fasse le nécessaire. C'est quoi le nécessaire? Il ne l'a pas dit dans son discours. Tshisekedi, on connaît sa position actuellement. Il ne veut pas négocier en position de faiblesse avec des soldats de notre pays sur son territoire. Ces populations appellent même à faire la guerre. Vous le voyez répondre à la négociation dans ces conditions. Il va avoir des problèmes intérieurs. Kagame dit tout le temps que c'est un problème intérieur. Pendant un temps même, il disait non, Tshisekedi faisait tout ça parce qu'il voulait qu'on recule les élections. Mais l'élection présidentielle n'a pas été repoussée. Elle a eu lieu à date. Il y a un problème, il faut le dire comme il est. Kagame doit arrêter de se mêler à ce qui se passe au niveau de la RDC. Il doit arrêter son soutien au M23. Il doit retirer ses soldats du sol de la RDC. Mais en ce moment, il devient
facile de pouvoir trouver un accord qui pourrait être un accord définitif. Et nous l'évoquions au début, Paul Kagame est crédité dans un spectaculaire rebondissement économique de son pays, mais il est aussi critiqué pour le manque d'ouverture démocratique. Les défenseurs des droits humains et l'opposition rwandaise l'accusant de régner dans un climat de peur, voire d'intimidation. Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand on parle de ces résultats, il y a ce pendant en termes de droits de l'homme, en termes de liberté, qui pose problème. D'ailleurs, pour partir à ces élections, bon, c'est comme si on a choisi des candidats qu'on va battre à plate couture. Il y a 2 autres opposants très critiques par rapport au président de la République. On les a empêchés d'être candidats. Ce n'est pas la première fois. On a empêché plusieurs fois à des dames, y compris cette fois-ci encore. Même à des dames, on a empêché de s'opposer au président Kagame. Si on veut parler de République, cela pose problème. Parce que quand on organise des élections, le premier principe, c'est de laisser ceux qui veulent être candidats l'être, à condition qu'ils respectent les conditions. La deuxième chose, c'est de laisser les gens battre campagne. Et le sens de l'élection, c'est de laisser les citoyens d'un pays voter et voter librement. Mais tous qui ont fréquenté le Rwanda et qui savent regarder vous diront clairement que ce pays est particulièrement policé. Quand tu rentres, du moment où tu rentres au Rwanda jusqu'à ce que tu sortes, tu es sous surveillance, et une surveillance qui n'est même pas discrète. On te surveille sans gêne. Mais c'est ce que les populations également vivent. Et dans ces conditions, de façon générale, mais quand vous dites aux populations qu'est-ce qui se passe, mais tout le monde te dit tout se passe très bien parce que personne ne va avoir des problèmes. Et ça, c'est également documenté parce que les ONG, certaines ONG, quand elles parlent, elles font le travail sur le terrain et pour montrer la documentation. Et vous avez beaucoup de Rwandais qui ont quitté le pays parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer chez eux. Et au même moment, de plus en plus, la destination Rwanda attire beaucoup de touristes. Qu'est-ce qui fascine les gens, en tout cas, surtout les visiteurs africains sur le Rwanda? Mais ça c'est sa politique à lui. Il ne faut pas oublier que dans le championnat européen, vous avez des équipes qui portent au niveau de leur maillot le Rwanda. Parce que il a compris l'intérêt de développer ce tourisme pour pouvoir obtenir des devises au niveau de son pays. Et ils ont eu une très bonne politique en termes d'attraction pour que les touristes viennent visiter le Rwanda. Et ça, il faut reconnaître qu'ils l'ont réussi. Il y a la politique zéro visa également pour ils ont mis les moyens pour cela aussi. Ils ont mis les moyens en termes de communication. Je parlais de cette équipe qui est un peu sponsorisée par le Rwanda. Comme je ne veux pas donner de publicité comme ça se fait, vous avez des équipes qui portent des marques, etc. Ils l'ont fait pour pouvoir mieux faire connaître le Rwanda. Et il faut reconnaître que ça marche parce qu'il y a un afflux, effectivement, des touristes vers ce pays. Les gens viennent également parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ce génocide qui a amené les gens à se poser énormément de questions. Les gens viennent par curiosité pour regarder le mémorial. Vous avez vu comment ils le célèbrent. Mais tout ça, ça amène les gens à vouloir venir voir qu'est-ce qui se passe et à essayer également de comprendre comment il a su dépasser ce génocide et relancer le pays d'un point de vue économique. La destination Rwanda, aussi les jeunes également, qui aujourd'hui de plus en plus s'investissent dans les nouvelles technologies et trouvent à Kigali un hub pour développer leurs expertises. Oui, mais ça fait partie de leur stratégie. Il a compris qu'il y a plusieurs choses. Un, c'est de la souveraineté, pouvoir décider de ce que l'on fait, et ne pas le décider sur la base d'un conditionnement de X ou bien de Y. La deuxième chose, dans le monde actuel, tu n'es pas dans la recherche, tu n'es pas dans la technologie, mais tu parleras de quel développement? Tu parleras de quelle industrialisation? C'est vrai, on nous parle tout le temps de l'agriculture, c'est important de faire ce travail également d'industrialisation, de transformation, etc. Mais quand vous regardez dans le monde aujourd'hui, ce qui apporte le plus l'argent, ce n'est ni l'agriculture, ni quoi que ce soit, c'est les technologies, c'est les inventions, c'est la recherche, etc. Donc, s'il veut se lancer et aller très loin, il a effectivement raison d'investir dans ce domaine et de s'ouvrir pour que des compétences d'ailleurs viennent. Parce que c'est ce qui se passe ailleurs. Ceux qui le réussissent aujourd'hui, ils aspirent les cerveaux, comme on dit. Ils aspirent les cerveaux quand ils se rendent compte que cette personne est capable de faire des choses extraordinaires. Ils sont prêts à payer le prix pour l'avoir. Mais quand le Rwanda fait la même politique, même quand on n'est pas d'accord avec
des questions sur les droits de l'homme et autres, il faut reconnaître que c'est une stratégie qui est très bonne pour l'économie du pays. Le Rwanda, malgré un passé tragique, s'est relevé pour tracer un chemin vers la prospérité, l'unité, l'innovation, inspirant d'autres nations. On a pu le constater, la présence d'une dizaine de chefs d'État africains à la cérémonie d'investiture du président Paul Kagame, cérémonie qui s'est tenue dans un stade de près de 45 000 places. Oui, moi je me pose plusieurs questions. Est-ce que les présidents qui sont allés cautionnent son soutien au M23? Parce que d'habitude, quand on n'est pas d'accord avec ce genre de situation, quand on évite, d'un point de vue diplomatique, on refuse de venir. Est-ce qu'ils cautionnent ce qu'il fait avec la RDC? La deuxième chose, ils sont venus chez un président qui est à son 4e mandat, après avoir fait un coup d'État constitutionnel. Parce qu'il a modifié la Constitution en 2017. C'est un modèle de développement. Ah non, on a déjà parlé de développement, on est dans la démocratie maintenant. Est-ce qu'ils sont en train de cautionner la multiplicité des mandats? C'est qu'on a ce problème en Afrique. On a quel repère? Sur quelle base nous fonctionnons? On a ce problème de sorte que finalement, vous ne comprenez pas des gens qui défendent une chose ici, aujourd'hui, demain, ils vont défendre une autre chose. Et il est bon qu'on comprenne parce que d'habitude, on l'a vu avec un certain autre nombre d'États, quand les gens ne sont pas très d'accord avec le résultat même des élections, vous ne les voyez pas. Est-ce que ces gens-là considèrent qu'effectivement, il a obtenu 99,18% des suffrages? Parce que quand c'était comme ça, d'habitude, on prend acte seulement et on ne s'associe pas à la chose. On a vu ce qui se passe actuellement au Venezuela avec les dernières élections. Donc, il y a de quoi se poser des questions également sur ce plan-là, parce que c'est pourquoi avoir cette politique africaine-là est encore extrêmement difficile, parce que quand on veut lire les gens, on a du mal à trouver de la constance dans ce que les gens font, malheureusement. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage.